Le chinois, le suisse, l'africain, la machine à écrire, autant de sketchs qui l'ont fait connaître dans les années 80, avec un succès qui ne s'est pas démenti depuis. En 1994, il reçoit le Grand Prix de l'humour décerné par la SACEM. On l'a vu à la télé, on l'a vu au théâtre et on le voit d'ailleurs encore au théâtre sur scène en ce moment même avec 12 hommes en colère. Michel Leb, bonjour. Bonjour. Pas trop en colère d'être ici. Ah non, je suis très content, surtout que vous êtes ravissante. Voilà, c'est uniquement pour ça qu'on fait venir les invités, Oui, d'ailleurs, dans VIP. Vous savez que cette émission s'appelle Visage inattendu de personnalité. C'est un peu un défi vous concernant parce que vous êtes là depuis plus de 30 ans, sans vouloir être offensante, et on a l'impression de tout connaître sur vous. Alors on va essayer quand même de faire découvrir aux téléspectateurs peut-être une facette encore inconnue qui va peut-être plus concerner la partie religieuse, mais on ne parlera pas que de ça. On parlera de jazz aussi, parce que je crois que si on rate le jazz, on a raté Michel Leb. Oui, enfin, ça fait partie de ce que j'aime, le jazz. Oui. Est-ce que vous faites, vous, des ponts entre tout ce qui fait que vous êtes passionné par le jazz et tout ce qui fait aussi votre métier d'humoriste et de comédien, parce que ça va au-delà de l'humour. Est-ce que vous faites des ponts assez aisément entre les deux disciplines? Oui, parce que j'ai jamais fait de one-man show, par exemple, sans mettre de la musique et en particulier du jazz. J'ai toujours mélangé l'humour et la musique. J'ai jamais fait de stand-up comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire tout seul et dire des choses très drôles tout seul. J'ai toujours mélangé la musique parce que je trouve que c'est un appoint, c'est aussi un lien, c'est aussi une respiration dans un spectacle. Et donc j'ai toujours eu besoin d'avoir avec moi des musiciens, et surtout des musiciens de jazz. Donc ça m'aide beaucoup pour mener à bien le spectacle. Et quand vous écrivez un spectacle, ou même quand vous jouez une pièce comme, par exemple, 12 hommes en colère, est-ce que vous faites spécifiquement attention, vu que vous êtes musicien, un peu à la rythmique des phrases, à la poésie du mot, ou non quoi, enfin, comment ça se passe? Si, c'est très important, justement. Ça, vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que je travaille beaucoup aussi à la feuille, c'est-à-dire que le rythme d'une phrase... À la feuille, ça veut dire quoi? À la feuille, ça veut dire quand on a une bonne feuille, à l'oreille, oui, oui. Et le rythme d'une phrase, sa sonorité, sa force, comme ça, vient à l'écoute. Il faut l'écouter, il faut écouter les autres. Et là, justement, dans 12 hommes en colère, c'est très important parce qu'on est donc 12 sur scène et il faut absolument être à l'écoute de ce que disent chacun des intervenants. Et si vous en loupez une, c'est terrible. Donc c'est une partition, puisque vous parlez de musique, c'est vraiment une partition. Et il faut être constamment en train de la lire, cette partition, quand on la dit. En fait, c'est ça le truc. Il faut lire et dire en même temps. Et je me souviens que j'avais joué cette pièce donc il y a 12 ans. Il y a 12 ans, oui. Et donc pendant 12 ans, elle a été enfouie dans ma mémoire, je n'y ai même plus pensé. Puis récemment, l'année dernière, j'ai eu envie de la rejouer parce que je la trouve extrêmement actuelle, on en reparlera peut-être. Bon. Et très moderne. Et je me souviens que j'ai repris donc la brochure, la pièce, je l'ai relue. Eh bien, très rapidement, tout m'est revenu en mémoire, enfin, non seulement mon texte, mais celui de mes partenaires. Et j'entendais, mais vraiment, comme une musique, toutes les phrases qui avaient été dites il y a 12 ans. Si bien que ça me permettait, moi, de réapprendre plus facilement, de retrouver plus facilement le texte que j'avais à dire. C'est uniquement grâce à la musique du texte. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous donner, par exemple, un exemple d'une réplique, peut-être une à vous, de réplique qui est particulièrement musicale pour vous et qui peut-être, nous, dans la pièce, quand on la regarde, passe un peu au milieu des autres parce que, voilà, c'est une pièce qui se tient très bien, avec chacun des 12 personnages et des 12 acteurs qu'on salue au passage sont très bien à leur place. Mais est-ce qu'il y a une réplique que vous prenez plaisir ou que vous savourez au moment où vous la dites? Ah oui, oui, oui. Il y en a une très, très belle qui vient après une violente altercation. Même plus que ça, c'est un torrent d'injures que dit l'un des protagonistes, d'un des jurés, et lui-même est interrompu par deux autres personnages, et donc il s'assied, et il y a un silence qui se fait, un silence très lourd, très, très fort comme ça. Et là, je dois dire un texte qui et donc rentre dans ce silence comme un bateau dans la mer, et c'est assez impressionnant à dire et probablement à entendre. Si vous voulez que je vous dise ce que oui, c'est? je veux bien, oui, bien sûr. Alors je dis, c'est dur de faire abstraction des préjugés. Nous en avons tous. Et quelle que soit leur cause, plus ou moins avouable, ils masquent toujours la vérité.
Mais dans cette affaire, ça n'a pas d'importance, parce que personne ici ne connaît la vérité, ni vous, ni moi. 9 d'entre nous penchent maintenant pour l'innocence de ce garçon. Mais nous jonglons avec les hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Qui peut vraiment savoir, etc., etc. Et dans ce silence-là, c'est très impressionnant à dire. Je vous assure que moi, ça me fout les jetons. On a la chair de poule quand on vous écoute avec votre belle voix grave. Mais non, mais c'est vrai que mais même moi, ça me trouble quand je le dis, parce que en plus, tous les acteurs, tous les personnages se tournent vers moi à ce moment-là et écoutent avec beaucoup d'attention. Parce que c'est un moment clé, c'est une phrase en plus qui veut dire quelque chose, c'est un discours qui est assez profond. Et puis ça marque un tournant dans la pièce. Ça marque un tournant exactement dans la pièce. Et je dois dire que c'est... Donc, quand on parle de musique, vous avez tellement raison d'en parler, c'est que à ce moment précis de la pièce, ce silence terrible qui se fait et ce bateau qui rentre comme ça dans ce port-là, c'est très impressionnant. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire, en fait. Vous parliez, votre réplique que vous venez gentiment de nous donner, vous parliez de la terrible actualité de cette pièce. Qui date, pourtant qui n'est pas d'hier. Et cette réplique, par exemple, sur les préjugés, elle est valable à vie, finalement. Ben oui, c'est une pièce universelle, c'est une pièce civique, c'est une pièce qui doit être jouée tout le temps, partout. Moi, je demanderais à l'Éducation nationale de financer... Allez-y, lâchez-vous, Michel. Non, si on en avait les moyens, parce que c'est tellement dur en ce moment, mais de financer une petite troupe d'acteurs pour tourner partout dans toutes les écoles, tout le temps, sans arrêt. Surtout qu'il n'y a pas besoin d'un décor non plus. Non, il faut une pièce avec une table et 12 chaises. Voilà, une table, 12 chaises, et une pièce fermée. Voilà. Des libères, donc c'est très simple. Et donc, les jeunes doivent voir ce spectacle. D'ailleurs, les jeunes qui viennent voir, les jeunes, j'entends bien les jeunes, les 10-12 ans, qui viennent voir le spectacle, sont pris d'abord par le scénario, par l'aspect... C'est un policier, quoi. C'est un film policier, c'est une pièce policière, parce que c'est une enquête pour savoir s'il est coupable ou non. Mais ils sont pris non seulement par ça, mais aussi par la beauté du texte et aussi par la force, par les acteurs qui jouent bien sûr, mais par la force de ce que ça dit. Et ils sont touchés. Et un adolescent d'une vingtaine, enfin c'est plus qu'un adolescent, c'était un jeune homme est venu me voir l'autre jour, il a 24 ans, il m'a dit, moi j'ai vu cette pièce, j'avais 10 ans, et j'ai été bouleversé, ça m'a marqué tellement que je reviens aujourd'hui avec 12 ans de plus, je suis tout aussi bouleversé, tout aussi... ému et heureux en même temps de voir ce spectacle, parce que ça peut bouleverser, mais ça rend très heureux, et je vous dirai pourquoi après. On a peut-être envie de savoir maintenant. Non, parce que en fait, on se rend compte que les valeurs qui sont défendues dans cette pièce, qui c'est une peinture de la société, c'est une sorte de micro-société, c'est une pièce miroir où tout le monde peut se retrouver. C'est ce que j'allais dire. Voilà, on vient au théâtre pour faire sa toilette. Je crois que c'est François Nourricier qui disait ça. Voilà. Et on se projette forcément dans un des 12 jurés. On aimerait se projeter dans le vôtre, le personnage, mais c'est pas toujours le cas. Oui, les personnages sont de milieux sociaux complètement différents. Il y a un retraité, un prof de gym, un publicitaire, un trader en bourse, un Polonais immigré, etc. Voilà. Et donc, tous ces personnages, on s'identifie facilement à eux. Et donc, forcément, il y a un aspect miroir qui joue, et c'est là toute la force de la pièce. C'est que c'est une micro-société. Elle montre non seulement bon, la peine de mort, on doit être contre, c'est clair, mais aussi toutes les contradictions de notre société, toutes les conflits qu'on peut avoir dans cette société, toutes ces fragilités. Chaque personnage est fragile, il a sa culture, il est vulnérable, il a des convictions. Chaque personnage croit vraiment en ce qu'il dit, il est sincère, mais en même temps, on peut lui poser une question. Et à partir du moment où on pose une question, il faut donc, ça amène à réfléchir. Et c'est pour ça que ça rend heureux. C'est pour ça que les valeurs qui sont défendues dans la pièce, qui sont des valeurs éthiques, qui sont liées au comportement que tout être normal doit avoir en tant que citoyen même. Je veux dire, le respect de l'autre, la lutte contre les préjugés, contre les a priori, contre le racisme, contre toute forme de ségrégation. Tout ça, ce sont des étapes qui sont dans la pièce et des points de repère. Et le public a besoin de ça.
Il a besoin de ça, surtout aujourd'hui, en tout cas. Moi, c'est une pièce que j'ai découverte au cinéma, d'abord. Hein. Enfin, c'est un film, Oui. avant d'être une pièce. Ça m'a tout de suite projeté. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'on est catholique ou je ne sais pas, mais vers le jugement dernier. Je ne sais pas si vous, qui l'a dit, cette pièce, ça vous a travaillé. Mais tout de suite, on s'imagine à notre propre jugement dernier. Et on se dit, voilà, si c'était moi qui devais être jugé par 12 personnes, juste sur ma simple vie, sans avoir forcément, sans être accusé d'un crime ou que sais-je. Vous vous êtes dit ça, non? Non. Ah, pas du tout. D'accord. Je n'ai pas pensé à ça, non. Non. Alors que vous êtes de terreau catholique? Oui, je suis hétéro-catholique. Non, mais ce qui est effectivement, ce qui peut avoir un lien avec ce que vous dites, c'est que finalement la pièce, le personnage que j'interprète est assez christique, en fait. Bon, il est là, il est un peu en retrait, il observe, il ne juge jamais. Il juge jamais. Il a un doute. Voilà, point. À partir du doute, tout est possible. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est ce qui est formidable, c'est que ce doute, évidemment, déstabilise chaque intervenant. Et les questions qu'on pose font qu'ils sont obligés de se remettre en question eux-mêmes. Voilà. Oui, mais quand vous dites que votre rôle est assez christique, je suis assez d'accord, d'autant plus que cette pièce, effectivement, va éveiller le doute petit à petit chez des gens qui ont une foi inébranlable en leur intime conviction, oui. qui est de la culpabilité du jeune garçon de 16 ans. Et le doute est salvateur. Oui, le doute est salvateur, bien sûr, puisqu'il permet de réfléchir. C'est le propre de l'homme de réfléchir. Normalement. La grande différence qu'il y a élémentaire avec les animaux, c'est qu'on a une conscience, on a une pensée, et on peut donc réfléchir. Et à partir du moment où on réfléchit, on avance, forcément. Et le but de la vie, c'est de se poser des questions. Alors justement... et auxquelles on n'est pas forcément capable de répondre, d'ailleurs, c'est ça tout le problème, le pourquoi et le comment. Vous avez été élevé par des jésuites. Oui, oui, oui. Oula tel que c'est dit, c'est oui, 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 on entend un énorme non, 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 au secours, sortez-moi de là. Ouais. Ça s'est pas très bien passé? Non, c'était pas terrible, parce que j'y étais dans des situations qui étaient un peu chaotiques, puisque mes parents divorçaient, et donc le fait de se retrouver enfermé dans un collège, pour être en fait un peu mis à l'écart du conflit parental, c'est ça qui m'a un peu fait souffrir à l'époque. C'était pas très grave, mais bon, je me sentais pas très heureux, en fait. Et probablement que le fait de me retrouver dans ce collège, mes parents avaient le sentiment que je serais bien encadré, que je serais en plus dans une éducation catholique normale et même de très bon niveau. Ce qui a été le cas, c'est sûr. Mais j'étais pas préparé à ça, et même si aujourd'hui il m'en reste de bonnes traces, je dirais, sur le coup, je l'ai mal vécu. Avec un rejet de la religion. Enfin, rejet de tout ça mêlé. Donc la religion au milieu de tout ça. Oui, voilà. C'était quelque chose qui m'a gêné pendant longtemps. Et après, c'est comme un fardeau finalement. Et puis plus tard... Qu'est-ce qui est un fardeau? Ce qui était un fardeau, c'était cette façon d'imposer la religion dans ce cadre-là. Dans ce cadre de collège où il fallait suivre un certain nombre de règles, il fallait... Une certaine austérité. Il y avait une austérité, il y avait des contraintes, il y avait... C'était pas la foi brûlante en elle-même. Non, moi j'étais pas ni croyant ni non-croyant, mais j'étais plutôt croyant. Et alors l'environnement faisait que, petit à petit, je m'en détachais parce qu'il y avait trop de pression en fait. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt quoi alors, Michel Leb? Alors aujourd'hui, c'est compliqué parce que en fait, je sais rien. Je ne sais rien. Je ne crois pas aveuglément aux choses. Je suis plutôt comme saint Thomas. Faut que je voie pour croire, mais ce serait trop simple si c'était ça. Je suis complètement agnostique, quoi, en fait. En recherche ou en stand-by, en attendant que quelque chose dans votre vie déclenche éventuellement une réflexion? Non. Je me suis fait mon cinéma, si je puis parler. Alors, c'est comment Dieu dans le cinéma de Michel Leb? Non, mais je me suis fait mon cinéma parce que, en fait, je pense qu'on ne peut pas répondre. Donc, on ne peut pas répondre aux questions. Et on reste dans une sorte d'interrogation métaphysique complètement angoissante. Donc,
me dis, bon, quand je faisais de la philo, quand j'étais étudiant en philosophie, la question qui m'avait complètement rendu fou, c'était pourquoi y a-t-il de l'être et non pas rien? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose et pas plutôt rien? Et comme je n'avais pas de réponse à ce truc vertigineux, je me suis dit, bon, c'est pas possible. Ou on se flingue tout de suite parce qu'on n'a pas de réponse, ou on se précipite dans le frigidaire, on prend un bon morceau de camembert, un coup de rouge, et on prend la vie comme ça, on la prend de face, quoi. Il y a une troisième solution quand même. On se jette au pied de la croix. Non, mais alors là, ça, c'est une chose que je ne sais pas bien faire parce que j'ai mal au genou. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand j'étais chez les jésuites, dès qu'on faisait une connerie, n'importe quelle connerie, on était obligé de se mettre à genoux au bord de l'estrade. C'est-à-dire le tibia dans le vide. Et chaque fois qu'on tombait, on avait 5 minutes de plus. Je ne peux pas vous dire l'état de mes genoux, ils sont carrément détruits à cause de ça. Non, c'est pas des blagues. Et donc, se mettre à genoux, maintenant, j'ai du mal. Et, dans tous les sens du terme. Ouais. Et donc, maintenant, je suis complètement... comme je ne sais pas, je ne sais pas. Et comme je n'ai pas de réponse à mes questions, j'essaye de trouver une solution à moi. Une solution. C'est pour ça que je vous parlais de mon cinéma à moi. Et je me disais... Donc, entre la science et la philosophie, entre la science et la religion, il y avait forcément un monde. Et Dormesson dit un truc qui me plaît bien, c'est que si la science est présence, Dieu est absence. Et ça, pour moi, c'était une position intéressante à analyser. Et je me dis qu'au fond, comment trouver Dieu? Comment trouver dans ce qui nous entoure, aussi bien sur le plan humain que sur le plan naturel, dans la nature, comment trouver Dieu quelque part? Où est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il se manifeste? Comment est-ce qu'il existe? Comment est-ce qu'il... Et quelle réponse vous vous êtes trouvé alors? Je me suis dit que ce qu'il y avait de divin, en fait, le divin existe dans les relations entre les hommes. Entre les hommes de bonne volonté, j'entends. Et que le tissu qui existe, cette toile qui existe, ce lien qui existe entre les hommes de bonne volonté, c'était probablement ça qui était divin. C'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur en nous. Voilà. Ce qu'il y a de meilleur en nous et ce qui nous permet d'aller les uns vers les autres. Je crois beaucoup à ça. Maintenant, l'identité d'un Dieu, aussi spirituel soit-il, aussi abstrait soit-il, c'est quelque chose que je ne peux pas cerner. Donc j'ai essayé de me dire que, au fond, je me suis même dit, je n'ai pas essayé, je me suis dit qu'au fond, Dieu habite là où on le laisse entrer. Alors, ça veut dire que s'il y a du divin en chacun de nous, c'est parce qu'on le veut bien, et c'est parce qu'on ouvre les portes pour ça. Bien sûr. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'à partir du moment où on est conscient de la nécessité d'aller les uns vers les autres, de s'entraider, de s'aimer, parce que le mot amour est évidemment fondamental, à partir du moment où on est conscient de ça, où on le veut, parce qu'il y a cette volonté d'aller vers l'autre, je crois que c'est ça, la matière, si on peut parler de matière, a une forme de divin dans la création et dans l'existence. Voilà, c'est ça. C'est assez abstrait, mais en même temps, pour moi, c'est concret, parce que ça veut dire aller vers les autres, leur donner du bonheur, échanger. C'est toute la base de votre métier? Mais oui. C'est pour ça que vous avez commencé à faire le pitre en classe et que ça a donné l'humoriste qu'on connaît, le comédien qu'on connaît plus tard. Oui, moi je l'ai fait à ma manière. Besoin de lien, besoin de donner, d'essayer de faire en sorte qu'autour de moi, il n'y ait que de l'harmonie. Et vous arrivez à faire la part, qui doit être, j'imagine, difficile à faire, entre ce que vous donnez réellement, tous les rires que vous avez apportés, toutes ces peines que vous avez allégées, ce bonheur que vous donnez aussi avec un rôle sérieux. Et tout ça, c'est la même chose. Mais est-ce que vous arrivez à faire la part avec ça, et puis la part, forcément, qu'on a tous, mais qu'on sait plus développer chez les gens du spectacle, forcément, d'ego, quoi. Oui, bah bien sûr. Nombrilisme, voilà. Non, mais bien sûr. Mais il y a probablement, d'ailleurs, chez tous ceux qui sont sur scène, enfin, beaucoup de ceux qui sont sur scène, un manque. Il y a une faille, il y a une blessure, il y a un manque d'affection ou un manque d'amour à un moment donné ou à un autre de sa vie, etc., qu'on a besoin de combler
par la scène. Ça se vérifie chez vous, en tout cas. Absolument. Et c'est probablement... mais j'ai pas manqué d'amour, c'est pas vrai. Non, mais vous avez été troublé par le divorce de vos parents. Donc j'ai souffert de cette période-là. À cette période-là, j'ai souffert de ça. Je voyais mes parents s'entre-déchirer, c'était douloureux pour moi. Et je l'ai vécu comme tel. J'ai vécu ça comme une souffrance, mais ça m'a pas empêché, justement. Et ça, c'est un miracle. Si on peut parler de miracle. C'est que j'avais en moi une sorte une petite flamme qui me donnait envie toujours, qui me poussait toujours à sortir de cet état douloureux par des pitreries. C'était ma manière à moi de m'évader de ce collège. Alors j'animais les classes, j'animais les cours de récré, je faisais le pitre, je faisais le clown, je chantais, je dansais. C'était ma façon à moi de sortir de mon blues, de mon cafard, d'être loin de chez moi. Donc c'est ça. Alors évidemment, heureusement que j'avais ce truc-là. Moi, c'est un hasard. Votre première pièce de théâtre, c'était à l'église de Sceaux, c'était La Passion du Christ? Oui, alors ça, c'est justement parce qu'après, quand je suis revenu à Paris, j'ai quitté les Jésuites, je suis allé dans un... Les Jésuites, c'est en Normandie, ouais, c'était en Normandie, quand même. Voilà. Et là, je me suis retrouvé à Bagneux, chez les frères à Bagneux, là, près de Sceaux, où j'habitais. Et là, évidemment, encore une fois, j'étais pris... Alors, comme j'avais un peu de talent pour faire des petits shows et animer, justement, des soirées comme ça. Un des profs m'a engagé pour jouer La Passion du Christ. Alors je jouais je ne sais plus ce que je jouais là-dedans, mais c'était assez sympa à faire. La Passion du Christ, c'est assez sympa à faire. On m'a cloué sur une croix, j'ai adoré. Mais j'étais en 4e ou en 3e à l'époque, j'étais tout gamin, mais bon, j'étais content de lire des textes comme ça, c'était beau, c'était bien. Puis je jouais dans des églises, et alors en plus, quand vous parliez de musique tout à l'heure, quand on jouait dans les églises, ça résonnait bien, les voix portaient, c'était beau, c'est magnifique. D'ailleurs, j'adore les églises, dès que je peux, je me précipite dans les églises. Et vous y faites quoi? Je me parle à moi-même. Ah bah alors, c'est un peu bête, c'est la maison de Dieu et vous vous parlez à vous-même. Oui, mais Dieu, comme il est là, partout et nulle part, je parle, on ne sait jamais, peut-être que je serai entendu. Mais j'ai pas cette foi aveugle, quoi, en fait, de dire, bon voilà, la foi, c'est accepter sans chercher à comprendre, non? Il faut accepter une part de mystère, mais après, on a le droit quand même de chercher à comprendre, de travailler toute sa vie. Voilà, on peut chercher à comprendre. Alors moi, je cherche à comprendre comme ça. Pas obligé que ce soit la foi du charbonnier non plus. Voilà. La foi aveugle, c'est pas possible. Donc c'est un dialogue qui se mue peut-être en prière ou pas forcément. Non, puis j'aime bien, les églises sont souvent belles et ce sont des lieux de recueillement, c'est sûr, et de prière. Mais on y est bien, il y a une sorte de sérénité. C'est comme dans la nature. Moi, je pars dans la nature, je vais marcher des heures et des heures et je m'arrête et je regarde. Et je vous assure que tout est beau, toujours. Vous avez parlé de Jean d'Ormesson, qu'on a eu le plaisir d'accueillir dans cette émission il y a déjà quelques années. Bon alors avec lui, là, sur Dieu, il y a des tartines. Il y a des tartines à dire. Et vous avez amené son livre qui date de l'année dernière. Oui. Qu'ai-je donc fait? Oui, ça c'est. Vous vous rendez compte, cette question? Qu'ai-je donc fait? C'est votre Bible du moment, ça? Oui, en ce moment, je lisais ça. Là, pourquoi vous êtes quand même plus jeune que Jean d'Ormesson, mais vous vous posez Je l'admire beaucoup, Vous posez cette même question, vous retournez sur votre parcours et vous vous dites, ah oui. Alors, Michel, qu'as-tu donc fait? Mais oui, dans les églises, je me pose la question dans les églises. Et la réponse? Pas grand-chose. Ah, mais ça, c'est de la fausse modestie, ça. Non, je n'ai pas fait grand-chose, franchement. Qu'est-ce qu'avez-vous fait dont vous êtes fier, là? Voilà, si vous êtes devant Dieu, là, vous devez dire 2-3 choses dont vous êtes fier dans votre vie. Je suis très fier de mes enfants. Voilà. Ça, c'est une banalité. C'est la moindre des choses. Ouais, mais non, il y a des gens qui ont des problèmes énormes avec leurs enfants. C'est vrai. Et Dieu merci. Dieu merci. Je suis fier d'eux. Ils ont des qualités exceptionnelles. La première étant d'être bien mieux que moi aujourd'hui. Alors. Jean d'Ormesson, qu'ai-je donc fait? Vous avez sélectionné un petit chapitre pour nous. Alors, je voulais que je vous lise. Oui, quel est l'intitulé du chapitre? Parce que c'est des petites bulles comme ça de texte. Ça s'appelle Douter en Dieu. Ok. C'est Bernanos, ça. Pardon? Douter en Dieu. C'est pas du Bernanos? Non, c'est du d'Ormesson. Oui, non mais. Douter en Dieu. Alors, tout ce qu'on peut faire avec Dieu, ce n'est pas de le connaître, ni d'accumuler des arguments pour ou contre son existence. Ce n'est même pas de parler de lui, c'est d'espérer qu'il existe. La mort, s'il n'existe pas, perd beaucoup de son charme. S'il existe, quel délice. Dans l'éternité, bien sûr, mais aussi dans cette vie qui, en dépit de tous les chagrins et au sein même du malheur, devient supportable et même légère, douce, pleine de tendresse et d'attente, pleine d'ironie aussi à l'égard de tout le reste. Et il ne s'agit pas de brûler des cierges, ni de lancer des pétitions, ni de se livrer d'un côté ou de l'autre à des pratiques de magie,
Ne prenons pas des airs rogues. Ne campons pas dans nos châteaux en Espagne, ni sur des positions préparées à l'avance. Il faut donner sa chance à Dieu. Il faut laisser à Dieu le bénéfice du doute. Oui, bien sûr, je doute. Je doute de l'existence de Dieu. Je doute encore bien davantage de son inexistence. Les uns croient en Dieu, les autres doutent de Dieu. Je doute en Dieu. Si vraiment il se trouvait, j'en doute un peu, qu'il n'a jamais existé, je n'aurais fait de mal à personne en pensant qu'en fin de compte, il aurait bien pu exister. Et s'il existe, il me pardonnera, car il est fait pour ça, d'avoir pensé trop souvent, peut-être poussé par le diable, est-ce qu'il existe celui-là? Qu'il avait peu de chances d'exister, parce que s'il existait, il aurait pu me le faire savoir avec un peu plus d'évidence. Il y a un petit peu du pari de Pascal. Oui, puis alors c'est plein de paradoxes, c'est d'Ormesson, c'est vachement bien. Et alors, il y a une réponse à ça? Alors, attention. Vous avez 30 secondes. Ah bah oui, oh là là. C'est pas une réponse, hein, c'est parce que c'est le doute, quoi, bon, et etc. Alors, on a encore 25 minutes, Michel, tout va bien. Ah bon, alors ça va. On va pouvoir lire tout Guitry. Alors, je ne vais pas lire tout Guitry, mais par contre... c'est étonnant d'avoir trouvé la réponse chez Sacha Guitry. On ne s'attendait pas forcément à cette référence en réponse à Jean d'Ormesson. Mais oui, parce que lui aussi, il a le goût du paradoxe. Alors, on a eu l'Évangile selon Jean d'Ormesson. Allons-y pour celui de Sacha Guitry. Alors, la boisson, l'opium et la morphine apportent à ceux qui s'y sont adonnés l'illusion d'un bonheur longuement souhaité, une libération momentanée, une quiétude passagère. Mais à quel prix? C'est l'abandon de soi-même, c'est le renoncement à la vie. Ces passions-là sont lâches. Se piquer la morphine, c'est vouloir fuir. Fumer l'opium, c'est se perdre. Boire, c'est se quitter. Tandis que jouer, c'est courir après soi. C'est se chercher. J'aime le jeu. Et j'aime le jeu non point seulement parce qu'il donne le goût du risque, mais bien plus encore parce qu'il est un témoignage de confiance en soi tout d'abord, et de confiance aussi dans la vie, dans le destin. Car le hasard, à mes yeux, n'est pas autre chose que le destin. Et le destin, pour moi, c'est le bon Dieu. Je ne suis donc pas éloigné de penser qu'être joueur, c'est croire en Dieu. Alors moi j'aime bien tout ça, parce que c'est léger, c'est pas grave, et puis ça laisse ouvert à toutes sortes d'interprétations, et c'est un lieu de possible, voilà. Et donc la réflexion métaphysique est un lieu des possibles, tout est possible. Et dans votre réflexion métaphysique, vous pensez à la mort? Forcément. Forcément. Vous pensez à elle en tremblant, en reculant le plus possible, en vous disant advienne que pourra? Vous êtes à l'aise, pas à l'aise avec cette idée? Bon, on ne peut pas être très à l'aise avec une histoire qui va finir mal. Et donc, forcément, tout ce qu'on vit est lié à cet instant d'éternité que décrivait Vladimir Jankélévitch, dans un bouquin qui doit avoir 1200 pages sur l'instant de mort. Je ne sais pas si vous imaginez, je l'avais eu comme prof en philo. À la Sorbonne, il disait... il a écrit des choses formidables, Jankélévitch. Je fais une petite parenthèse, il disait que... Il a écrit un bouquin qui s'appelait « Entre le je ne sais quoi et le presque rien ». Vous imaginez ça? Ça, c'est quand même absolument fabuleux. Je crois que c'est ça, enfin. Cet instant de mort, c'est rien et c'est tout. Et bien sûr, tout ce qu'on fait est lié à ça. Si on était immortel, ce serait insupportable, finalement. Parce qu'on ne ferait plus rien. Supposez qu'on soit immortel, supposez qu'on soit éternel. La vie n'aurait aucun sens. Donc la vie n'a de sens que par rapport à la mort, évidemment. Et donc, moi je dis que, comme on n'a pas de réponse au pourquoi ni au comment des choses, et à la question fondamentale de la mort, on n'a pas de réponse, faisons en sorte que la période que nous passons sur cette planète soit la meilleure possible. Vous avez des amis... et la plus agréable possible. Vous avez des amis, je ne sais pas, qui pourraient être prêtres, religieux, ou alors laïcs, mais très versés dans votre religion d'origine, la religion catholique, ou alors des grandes figures. J'ai des amis. Oui, avec qui vous pouvez discuter, qui viennent vous nourrir. Ou alors, est-ce que vous lisez des mystiques, ou est-ce que vous avez des grandes figures catholiques qui vous ont marqué, peut-être qui vous restent depuis l'enfance? En philo, quand j'étais en philo, on avait des bouquins, ça partait d'Aristote jusqu'à Sartre, donc j'ai lu plein de bouquins sur justement la question Mais aujourd'hui, avec qui en parlez-vous?
Bah, aujourd'hui, j'en parle pas beaucoup, à vrai dire. J'en parle avec vous, vous voyez, c'est très agréable d'ailleurs. On va revenir. Je vais revenir. Mais j'en parle pas énormément. J'en parle pas énormément parce que je n'ai pas vraiment l'occasion d'en parler, en fait. Et c'est pour ça que des auteurs comme d'Ormesson, qui sont vivants et bien vivants, au sens où ils sont indispensables à la réflexion, sont des gens que j'aimerais rencontrer et avoir avec eux un échange sur ce sujet-là. Voilà. Vous n'avez jamais rencontré Jean d'Ormesson? Si, mais comme ça, sur un plateau de télévision, rapidement, mais ce sont des phares, quoi. Vraiment, c'est des gens... En plus, ce sont des gens qui doutent, qui sont absolument sûrs de rien, donc en fait, ils ne m'apporteront pas plus de réponses que quiconque, mais le fait de pouvoir en parler permet probablement je sais pas, de progresser ou pas. Vous savez, il y a une règle, enfin, c'est pas une règle, c'est un proverbe chinois, c'est Confucius qui a dit ça. Il disait l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru. Donc ça, je ne sais pas si on apprendra plus et si on n'apprendra peut-être rien, mais au moins le fait de savoir qu'on a en face de soi quelqu'un qui se pose la même question, est-ce que ça peut vous aider peut-être? Je ne sais pas, il faut voir. De toute façon, on ne sait rien. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'on ne sait rien. C'est la première des choses qu'on sache, c'est qu'on ne sait rien. Je voudrais qu'on parle musique, on en a parlé au début de l'émission, en faisant le lien et des ponts entre la musique jazz que vous affectionnez et la musique du verbe et des mots que vous pouvez dire au théâtre. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Qui est venu en premier? Voilà, qui est venu en premier pour vous? C'est le goût de la musique ou c'est le goût du jeu, du théâtre, du sketch? Qu'est-ce qui est venu d'abord? Non, d'abord c'est le goût d'être sur scène, de jouer, Je commençais quand j'étais gamin, je faisais rire mes copains et mes profs, donc ça a commencé comme ça. Et comme je voyais que ça marchait bien, j'ai continué, quoi. Je me suis dit, c'est sympa. Et la musique, alors, c'est venu... Mais la musique, c'est parce que mes parents aimaient beaucoup la musique. Mon père aimait beaucoup la musique classique et ma mère aimait beaucoup les variétés. Elle aimait chanter, les chansons de Beko, d'Aznavour, de Trenet. Elle chantait pour son plaisir dans la maison, je l'entendais chanter partout. Ça, c'était très agréable. Et mon père aimait l'opéra, voilà. Bon. Il a fallu trouver un entre-deux. Pour votre petite partie à vous. C'est bien que je me suis mis à aimer les deux. Et puis bon, la musique, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, la musique. C'est ce qui touche à l'essentiel. Mais pourquoi spécifiquement le jazz alors? Ah ben le jazz, pourquoi? Parce que c'est une... Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette musique-là? Il y a une liberté extraordinaire dans le jazz. Et le jazz, ce qui me fait vibrer dans le jazz, c'est que c'est beaucoup plus une attitude, un comportement qu'une musique. Je trouve que aimer le jazz, c'est une façon d'être. C'est une façon d'être dans la vie presque. Le jazz, c'est-à-dire que sur un thème donné, on peut improviser tout ce qu'on veut. Et dans la vie, c'est comme ça. Vous avez la vie, et puis qui est ce thème fondamental qui va vous occuper toute votre vie. Et sur ce thème-là, on peut improviser. Et il y a des infinités de variations possibles sur ce thème qu'est la vie. Donc là, cette musique-là, mais maintenant, pourquoi elle me plaît maintenant concrètement, c'est parce que musicalement, ça laisse libre cours à toutes les possibilités. Et surtout, c'est une musique qui, au moment où elle se joue, elle se crée. Finalement, ça fait penser au théâtre, parce que vous recréez une pièce, ou un sketch, ou un spectacle, tous les soirs. J'ai vu un thème de dissertation étudiante qui avait été « Le théâtre, ce n'est pas la vie, c'est plus que la vie ». Est-ce que c'est ça aussi le jazz? Est-ce que c'est pas mettre de la vie dans la vie encore? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la différence qu'il y a avec le jazz, c'est que tous les soirs, vous dites le même texte. Tous les soirs, vous dites le même texte. Alors que Charlie Parker ou Oscar Peterson ou Keith Jarrett, sur le même thème, chaque soir, va faire une improvisation différente. Et ça, c'est ce qui est fascinant et formidable. C'est-à-dire d'un album à l'autre, s'il y a le même thème sur les 3 albums, chaque fois, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. C'est ça qui moi, me plaît beaucoup dans le jazz. L'invention, la créativité, la spontanéité. Donc tout ça, ce sont des mots qui sont liés au jazz. Qu'est-ce qui vous manque, je parle sur un plan professionnel, comme grand projet, soit au niveau théâtre, soit au niveau jazz, soit au niveau
télé ou film, à quoi rêvez-vous? De quoi avez-vous envie? J'ai envie de diriger un philharmonique. D'ailleurs, je suis en train de m'y mettre là. Ah bah oui, en toute simplicité, un philharmonique, bien sûr. Ça fait combien de musiciens, un philharmonique, rappelez-moi? Ça peut aller jusqu'à 110 musiciens. Voilà, mais ça, là, voilà. budgétairement, c'est divisé par 2. D'accord. Alors, je suis en train de travailler ça. Ça s'appelle Philharmonic Show, parce qu'on va rire beaucoup, avec des grands thèmes classiques. Voilà. Et que je vais diriger. Mais ça doit être horriblement difficile de diriger génial. un philharmonique. La musique, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça fait 2 fois que vous le dites, c'est qu'on va finir par vous croire. Mais je vous jure, mais oui, quand vous êtes au milieu d'un philharmonique, parce que j'en ai fait l'expérience déjà, j'ai dirigé l'année dernière 2-3 fois des philharmoniques. J'ai travaillé, j'ai bossé avec un chef et qui m'a appris donc comment il fallait faire. Et c'est pas évident, mais bon, les rudiments, je les ai appris. Se retrouver au milieu d'un océan de musiciens, vous êtes comme au milieu de la mer, quoi. C'est magnifique, quoi. C'est extraordinaire d'être au cœur de la musique, quoi, et de la sentir venir comme ça. Elle vous prend à la tête, au cœur, dans le corps, et vous êtes envahi par la musique. Une sorte de transe. C'est prodigieusement de nourriture. jouissif. Mais c'est jouissif, vous ne pouvez pas savoir à quel point. C'est orgasmique, quoi. C'est gigantesque d'être au cœur de la musique. Alors, diriger la musique, et puis surtout, faire jaillir le rire de la musique, comme ça. Mélanger vos 2 passions. C'est pour quand ça? C'est pour quand, Michel? C'est pour quand? C'est pour l'année prochaine, là. C'est pour 2010. Je commencerai au printemps à faire plusieurs spectacles comme ça, avec un orchestre constitué, partir en tournée, et puis je serai à Marigny à la fin de l'année. Bon, donc vous voyez, c'est pas... Ça nous laisse le temps de voir, vous de travailler. Mais je suis et excité par ce projet, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Oh ben, je vois, oh là là, on sent beaucoup d'appétit chez vous, quel que soit d'ailleurs le sujet de conversation. Est-ce que vous arrivez à faire partager cette je ne sais pas si c'est de la joie de vivre, mais en tout cas cette vraie vie, cet appétit? Oui, c'est à manger dans tous les sens, c'est à bouffer comme un gâteau. Là. Mais alors, est-ce que vous arrivez, vous parliez de partage en début d'émission, à faire partager ça? Vous parrainez un hôpital, on va quand même en parler, dont vous vouliez parler, où il y a beaucoup d'enfants. Oui. Est-ce que vous arrivez à partager à ces petits-enfants en difficulté un peu de votre, je vais dire presque magnétisme? Écoutez, franchement, s'occuper de cet hôpital, enfin de m'en occuper pas directement, je suis le parrain de l'association Hadassah France, qui est présidée par une femme exceptionnelle, Michel Israël, et un professeur qui est le professeur Sidney Oana. C'est aller à Jérusalem souvent pour... Parce que l'hôpital est là-bas, il faut même le dire. Ah oui, effectivement, j'ai oublié de le préciser. Il est là-bas, cet hôpital, et bon, la force de cet établissement, c'est qu'il soigne aussi bien les Juifs que les Arabes. Et donc, toutes les religions, les ethnies, les origines, on oublie tout ça, on soigne. Il y a une unité pédiatrique qui est extrêmement performante, probablement la plus performante du Moyen-Orient. Et c'est un hôpital qui ne vit que grâce à des fonds souverains qui viennent en partie des États-Unis, bien sûr, mais bon. Et nous organisons chaque année un spectacle et les fonds, les recettes sont versées à l'hôpital Hadassah. Et donc, je suis très très fier de participer à ça. D'abord, bien sûr, parce que les enfants sont soignés dans des conditions excellentes, mais aussi parce que c'est un symbole de paix. Cet hôpital, pour moi, c'est un symbole de paix. Et si ce mot a encore un sens aujourd'hui, je pense que c'est là qu'il peut trouver sa force. Mais on sait très bien quelles sont les grandes difficultés à résoudre le conflit israélo-palestinien. Mais là, quand on est dans cet hôpital, on oublie tout ça et on ne cherche qu'à sauver, à prolonger la vie, à l'améliorer, à la rendre, etc. Donc, rendre la vie, je ne sais pas, mais en tout cas... Rendre la joie de vivre, en tout cas, peut-être. Et c'est pour ça que je suis extrêmement attaché à ce projet. Et ça fait donc 15 ans maintenant que je m'en occupe. Et ça fait un sens de plus à ma vie. L'important, c'est de trouver un sens. Bon, celui-là, c'en est un, mais fondamental. En 15 ans, vous êtes allé plusieurs fois, vous nous l'avez dit, à Jérusalem, qui est une ville religieuse. On a un choc, forcément, vous allez me dire. Et c'était quoi le choc? Vous vous souvenez du premier choc de Jérusalem? Ou peut-être que vous le ressentez toujours, d'ailleurs? Qu'on soit croyant ou pas, justement. Il y a quelque chose dans l'air complètement particulier. Je ne sais pas si c'est lié à la culture qu'on a ou quoi, mais
judéo-chrétienne, mais on arrive dans Jérusalem, il y a une grande émotion, quoi. Une grande émotion, puisque en plus toutes les religions cohabitent bien. Il n'y a pas de... Oh, des fois, il y a des crêpages de chignons quand même, oui, non, c'est un sépulcre. Non, mais oui, mais enfin, dans la vieille ville, où vous entrez là et vous avez l'impression que tout est bien. Et en tout cas, c'est formidable, c'est extrêmement énergisant quand vous arrivez là, et vous êtes forcément touché et ému. Vous êtes allé au Golgotha, vous êtes allé... Je suis allé partout. Vous avez vu tous les lieux saints. Je suis allé, évidemment, j'ai une histoire au mur des Lamentations. J'ai une histoire. Alors, c'est un touriste qui voit tous les jours arriver un monsieur qui va vers le mur. C'est une histoire vraie? Non, c'est une histoire. Ah, c'est une histoire. Ah, on vous écoute, Michel. C'est une histoire. D'accord. Et il voit ce monsieur arriver tous les jours au mur des Lamentations. Il le voit le matin, le midi et le soir, ce touriste. Il le voit passer tout le temps. Et un jour, ce touriste arrête ce monsieur. Je lui dis, excusez-moi de vous déranger, mais je viens là tous les jours, je vous vois tous les jours. Vous allez au mur des Lamentations le matin à 8h, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites? Le vieux monsieur lui dit, mais je prie. Ah oui, vous priez, mais vous priez, pourquoi vous priez? Il dit, je prie pour la paix. Ah, vous priez pour la paix? Oui, la paix dans l'humanité. Je prie profondément pour la paix dans l'humanité. Il dit, c'est très bien, lui dit le touriste, mais vous partez puis vous revenez à midi. Et qu'est-ce que vous faites à midi? Il dit, je prie. Il dit, vous priez encore? Il dit, oui, mais pourquoi vous priez? Ah, je prie pour que la couche d'ozone ne soit pas détruite, que les arbres fructifient, que l'herbe pousse bien verte partout. Ah, non, ça, c'est bien, alors vous partez. Et alors le soir à 8h, je vous vois, vous revenez. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, je prie. Alors vous priez encore? Il dit, pourquoi vous priez? Il dit, je prie pour que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants soient protégés toujours. Et le touriste lui dit, et alors? Et alors le vieux monsieur lui dit, et alors, j'ai l'impression de parler à un mur. Elle est dure, hein? Oui, mais c'est toutes les questions. Vous y êtes allé au mur des Lamentations? Eh oui, j'ai fait comme ce monsieur. Vous avez fait comme le monsieur. Je suis allé avec mon fils, le jour de l'anniversaire de mon fils. Vous avez posé des petits papiers dans l'année dernière, le 21 mars, mon fils avait 18 ans et je suis allé avec lui. Ah, c'est un beau cadeau de majorité, dites donc, d'emmener son fils en Terre Sainte. Ah oui, alors on était là tous les deux, on s'est pris par le bras, on s'est embrassés, on s'est étreints et on a mis nos petits mots dans le mur. Non mais bon, c'est une histoire, oui, hein. bon, vous en faites ce que vous voulez, vous la gardez, vous l'enlevez. Ah, on garde tout, il n'y a aucun montage dans cette émission, il faut que vous le sachiez, Michel. C'est une histoire, c'est bien, c'est une bonne histoire, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir, c'est moins qu'on puisse dire. Petite question, non pas de fin d'émission, parce qu'il nous reste quand même du temps, mais j'aimerais vous en poser beaucoup. C'est des questions qui partent un peu dans tous les sens. On parlait d'un lieu fort, du mur des Lamentations. Quel est, vous, le lieu, dans le monde entier, hein, le lieu qui vous ressemble le plus? Le lieu, la ville? La ville, l'endroit, ça se trouve c'est un endroit dans votre maison, ça se trouve c'est un lieu générique, ça se trouve c'est un pays. Voilà, le lieu qui vous ressemble le plus, qui reflète peut-être le plus votre âme. C'est difficile comme question, pardon. Ah bon, oh là là, si c'est difficile. Non, parce qu'il y a plein d'endroits où je suis bien, moi, mais c'est difficile de vous dire. Moi, je suis bien, par exemple, dans la... Si on avait dû faire cette interview ailleurs que dans ce studio, oui. Voilà, vous m'auriez emmené où pour faire l'interview? Pour être bien, pour discuter comme ça, pour... Au bord de la mer. Voilà. Ah oui, très bien, je suis partante. C'est pas mal. Oui, c'est pas... dans le bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon, forcément. Voilà, parce que c'est magnifique. Au Cap Ferret. Non, au Pilat. Ah, bien sûr, au Pilat. Je l'ai fait exprès, je savais qu'il y avait une petite guéguerre Pilat, Cap Ferret. C'est voilà. Le Pilat. Alors, Pilat. Et puis, aller comme ça, par exemple, à marée basse, sur un des bancs, là, au milieu de l'océan. Et lire du Jean d'Ormesson. Du Jean d'Ormesson. Ou du Sacha Guitry. Ou du Sacha Guitry. Voilà, là je serais vraiment bien, là, ce serait magnifique. Quels sont les démons, Michel Leb, que les années n'ont pas assagi? Je sais pas, l'impatience. Je suis impatient. Il faut toujours que ça tourne, ça marque, ça avance, qu'il faut que je sois en projet tout le temps, mais ça c'est bien, ça c'est pas plus mal. Hein.
Mais alors évidemment, c'est pénible parce que quelquefois, cette impatience, elle est trépidante, elle peut nuire quelquefois à l'harmonie que j'essaye d'établir au sein de ma famille. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours besoin... Et alors, bon, évidemment, comme tous les artistes, je pense, j'ai des hauts et des bas, hein, ça monte, ça descend, il y a des jours où, très très cyclotimiques, vous savez, où tout va bien, et puis le lendemain, alors il faut supporter ça. Moi j'ai du mal, mais alors mon entourage, ma femme en particulier, je vois bien que c'est difficile pour elle. On la canonisera, rassurez-vous. Voilà, oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Sainte Béatrice. Est-ce que vous avez des... Bonjour Béatrice. Est-ce que vous avez des névroses? Des névroses, c'est quoi une névrose? Oh bah, mettez ce que vous voulez dans ce mot-là, tiens. Des Ça va être intéressant. Je sais pas, non. Non, la vie va bien. Hein. On a tous des névroses. Non, mais une névrose, non. J'ai des phobies, par contre. Ah. Oui, mais ça, bon, c'est pas intéressant. Alors, on passe? Oui, passons les phobies. Je suis claustrophobe, si vous voulez, tout ça. On passe. C'est pour ça que je ne veux pas être enterré. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je le dis Ah bah allez-y, faites votre non, testament. Je suis trop claustro. D'accord. Ah non, je ne peux pas. Je vais être éparpillé, là. Comme dans le film d'Audiard. Quelle est la... Façon puzzle. Bien sûr, on va y penser. Hein. On repassera vos obsèques, cette émission. Le plus loin possible, on vous le souhaite. Est-ce que vous avez un mot que vous aimez, vous qui êtes un homme de mots? Est-ce que vous avez un mot que vous aimez plus que tout autre? Un mot préféré, voilà. Harmonie. Ah bah alors ça, c'est drôle. Pourquoi? Parce que, enfin quoi, faut peut-être pas associer l'harmonie à la sérénité, mais vous venez de nous dire que vous étiez un moteur pétaradant avec des hauts et des bas. Ah oui, mais j'ai besoin d'harmonie. Un moteur qui ronronne alors, d'accord. Il faut qu'il tourne bien le moteur, quoi. Ça dit, c'est un terme de musique, donc ça vous va bien aussi. Ah oui, non, harmonie. Je vous assure, quand je me promenais dans la forêt, je marche beaucoup, hein, je marche tous les jours, mais je m'arrête devant les arbres et je les embrasse parce que je veux voir comment ils vibrent, comment ils frissonnent. Et ils frissonnent, je vois bien, c'est vachement agréable. Alors j'embrasse les arbres, je leur parle. Si vous rencontrez Michel Leb, forêt de Fontainebleau par exemple, en train d'embrasser les arbres, laissez-le faire, tout va bien. Mais oui, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas m'empêcher d'embrasser les arbres. Mais personne ne vous en empêche. Non. Quelle est la rumeur vous concernant à laquelle vous aimeriez tordre le cou? Est-ce qu'il y a une rumeur qui court sur vous à laquelle vous aimeriez tordre le cou? Non, je ne sais pas. Non? Non. Je sais pas de. Non, je n'en connais pas. Une rumeur, non. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Dites donc, là, ces questions-là, il fallait me prévenir avant, parce que sinon, on va mettre un temps fou à répondre. Le plus beau compliment qu'on... Oh non, mais j'en sais rien. Je sais pas, j'ai aucune idée. Votre dernier fou rire, vous vous en souvenez? Oui. On vous imagine bien... C'est en sortant de scène. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est compliqué à vous expliquer, mais on a ri entre nous. Non, c'est compliqué. C'est trop long à expliquer. Il y a eu des déplacements sur scène qui ont fait qu'on s'est cogné. Des choses que nous, on ne voit pas, voilà, spectateurs dans la salle. Il y a eu un trou, il y en a un qui a planté, qui a dit n'importe quoi, et qui se rattrapait aux branches, c'était vertigineux, parce qu'il y a une logique dans ce spectacle, il ne faut pas se planter. Oui, il ne faut pas se planter, c'est une mécanique précise. Voilà, si vous sortez de la route pour revenir... Et là, il y en a un qui est sorti de la route et on l'a tous vu partir dans les champs. On s'est dit, où est-ce qu'il va? Et on faisait des grands signes pour lui dire que c'était par là. Vous savez, c'est ça qui se passe quand il y a un trou sur scène et qu'un des acteurs part dans les champs. Tous solidaires. Tous solidaires. Alors, on lui faisait des grands signes. Et puis, il est revenu, et en sortant de scène, on a ri. Voilà, bon, des choses comme ça, quoi. Et votre dernier chagrin? La dernière fois que vous avez pleuré? Ah, oui, est-ce que j'ai pleuré? Il pleure, Michel Leb? Oui, bien sûr. Oh, j'ai pleuré. Je peux pleurer. Je peux pleurer au cinéma, moi. Hein, là. Ah oui, un côté très midinette alors. Ouais, je peux pleurer au cinéma. Mais et puis je peux pleurer d'émotion. C'est bien comme ça, je sais que je suis pas la seule. Mais non, moi, la prochaine fois, j'irai Michel Leb aussi. Il pleure au cinéma. Voilà. J'ai pleuré. Mon fils m'a fait un DVD à Noël. Il est à New York. Et il a fait un DVD. C'est le fils de 18 ans que vous aviez emmené en terre, c'est celui-là, d'accord. Tom, il m'a fait un DVD, alors qu'il était à New York, dans son petit studio d'étudiant, tout ça, il fait des études de théâtre et de cinéma. Et il m'a fait un petit DVD, une déclaration d'amour, quoi. Et à Noël, il me l'a offert, ce DVD. Il se filmait dans New York, en train de me parler. Et puis dans son studio, et puis à droite, à gauche, dans Central Park, tout ça. En plus, comme c'est une ville mythique que j'adore. Et donc, bref.
Et donc, il m'a donné ce DVD à Noël. Je suis parti en vrille, quoi. Je n'ai pas pu tenir. C'était tellement bouleversant, tellement joli, tellement bien dit, tellement simplement dit, et tellement plein d'amour que quand c'est comme ça, c'est pas forcément donc dans des situations tragiques qu'on peut pleurer, mais seulement dans des moments d'amour comme ça, tellement c'est beau, tellement c'est fort. Ce qui est très joli, c'est que souvent à 18 ans, il y a une vraie pudeur, puis même avant d'ailleurs, qui peut s'installer entre père et fils, qui empêche de dire certains mots, qui empêche d'avoir certains gestes qu'on regrette peut-être plus tard de ne pas avoir eu. Voilà, mais moi avec lui, je n'ai pas peur d'avoir ces gestes. On se prend volontiers dans les bras et on se serre. Et je voudrais que ça dure toujours, ça. Fanny et Elsa, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, la même chose. Votre père vous aime aussi. Mais bien sûr. Il n'y a pas que le fiston. Il vous emmènera en personne, vous aussi. On les aime différemment, mais on les aime tout autant. Si vous pouviez choisir, voilà, vous avez un banquet, un dîner, vous invitez qui vous voulez. Qui inviteriez-vous à ce banquet? Des gens qui sont morts, des gens qui sont vivants, des gens qui n'existent pas vraiment, peu importe. Lâchez-vous. Qui invitez-vous à ce banquet? Ça vous fait plaisir. Ah, j'aimerais avoir. Alors. Oui, Jean d'Ormesson, on a compris. Sacha Guitry, on a compris. Oui, mais il n'est pas mort, lui. Hein. Bon, oui. Ah oui, j'ai dit vivant ou mort. Vivant ou mort. Oh, j'inviterais mes parents. J'inviterais Frank Sinatra, Nat King Cole, Ray Charles. Il y aura un sacré bœuf à faire, là. Ouais, il y aura, voilà. Il y aurait aussi Gandhi, il y aurait aussi Mère Teresa, il y aurait aussi Michael Jackson, il y aurait aussi Jack Nicholson, il y aurait aussi Fanny Ardant, il y aurait aussi plein de gens. Il n'y aurait pas Jésus, d'accord. Il n'y aurait pas Jésus, si. S'il est disponible, il vient. Non, puis il y a toujours. Oui, il y a une place pour. Il y a une place pour lui, voilà. Et puis voilà, et tous les saints. Et Amen. Ça, c'est un beau mot pour la fin de l'émission. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de venir nous voir dans VIP. Merci à vous de m'avoir reçu. Voilà, et on vous souhaite une très très bonne continuation avec le même dynamisme, ça nous convient parfaitement. Merci. Merci.